Une lettre tachée de sang arriva dans la petite ville de Villesèche, un matin qui promettait la mort. Le cavalier qui l'apportait tomba de cheval avant même de livrer le message, laissant planer le mystère de savoir qui serait le prochain, à succomber dans cette terre où le soleil brûlait comme du fer rouge, et les vautours tournaient comme des prophètes de la fin imminente. Au lever de l'aube, quand le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes, et que l'horizon se teintait de rouge comme un présage, Samuel Dubois observait sa terre aride du haut de la colline. L'homme portait sur ses larges épaules le poids de 42 étés, chacun gravé dans les lignes profondes de son visage brûlé par le soleil impitoyable. Ses yeux de la couleur du whisky vieilli gardaient des secrets que même le désert n'osait révéler. La poussière dansait en tourbillon autour de ses bottes usées, comme si la terre elle-même reconnaissait en lui un égal en solitude et en résistance. Samuel était un homme forgé sur l'enclume de la souffrance, modelé par les coups précis de perte qui résonnaient encore dans sa poitrine comme le glas d'une cloche fêlée. Le ranch du bois s'érigeait, têtu, contre le paysage hostile, ses clôtures de bois sec grinçant sous le poids du temps et du délaissement. Là vivaient aussi ses deux fils, Thomas et Daniel, jeunes hommes qui héritèrent de leur père la stature imposante, mais pas l'amertume qui endurcissait son cœur. Thomas, l'aîné de 23 ans, avait des mains habiles avec le lasso et un sourire facile qui désarmait même les plus méfiants. Daniel, 2 ans plus jeune, avait le don de comprendre les chevaux comme s'ils parlaient leur langue secrète, murmurant des mots qui calmaient même les plus rétifs. Tous deux observaient leur père avec un mélange de respect et d'inquiétude, car ils savaient que quelque chose rongeait l'âme du vieux Samuel depuis la mort de son épouse, Marthe, 5 ans auparavant. L'arrivée de cette lettre ensanglantée dans la ville voisine fut le premier signe que les vents du changement soufflaient sur Villesèche. Le messager mourant réussit à balbutier un seul nom avant d'expirer dans les bras du shérif Watson. Rodrigo Lefebvre. C'était un nom qui faisait pâlir les hommes courageux et se signait 3 fois les femmes. Lefebvre était connu dans tout le territoire comme un homme sans pitié, qui avait construit son empire sur les os de ceux qui osaient croiser son chemin. On disait qu'il collectionnait les dettes comme d'autres collectionnèrent les trophées, et qu'il recouvrait chaque centime avec des intérêts de sang. Samuel apprit la nouvelle lorsqu'il se rendit en ville chercher des provisions. Le saloon, poussière d'or fourmillait de spéculations sur le contenu de la lettre et le destin de son destinataire. L'odeur âcre du tabac à chiquer se mêlait à l'arôme doux du whisky bon marché, créant une brume qui semblait ralentir les pensées et délier les langues. C'est là, entre des gorgées de bière tiède et des regards furtifs, que Samuel entendit parler pour la première fois des 3 sœurs Martin. Hélène, Rose et Carmen Martin étaient les filles de monsieur Alejandro Martin, un homme qui fut un jour prospère mais qui se retrouvait maintenant acculé par des dettes impayables contractées auprès de Rodrigo Lefebvre. Les sœurs étaient connues dans toute la région non seulement pour leur beauté, qui faisait perdre aux hommes le fil de leurs pensées, mais aussi pour leurs compétences uniques. Hélène, l'aînée de 25 ans, avait des mains de fée pour la couture et brodait des histoires dans chaque pièce qu'elle touchait. Ses cheveux noirs comme la nuit sans lune tombaient en vagues sur ses épaules, et ses yeux marrons gardèrent la sagesse de celle qui avait vu trop tôt les cruautés du monde. Rose, 22 ans, connaissait les secrets des herbes du désert et préparait des remèdes qui guérissaient aussi bien la morsure de serpent à sonnette que la mélancolie la plus profonde. Carmen, la cadette de 19 ans, chantait d'une voix qui, disait-on, faisait s'arrêter même les anges pour écouter, transformant les nuits les plus sombres en moments de pure magie. La première fois que Samuel vit Hélène, ce fut un après-midi où la chaleur semblait faire fondre même les pierres. Elle était au marché général de Villesèche, ses doigts délicats examinant un tissu rouge comme du sang frais. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle tenait le tissu, comme si elle pouvait y voir des possibilités qui échappaient aux yeux ordinaires, qui fit s'arrêter Samuel sur son chemin. Lorsque leurs regards se croisèrent un bref instant, ce fut comme si tout le désert retenait son souffle. Hélène détourna les yeux la première, mais pas avant que Samuel n'y aperçoive une profonde tristesse, du genre qu'il reconnaissait dans son propre reflet. Le destin commença à tisser ses fils invisibles lorsque monsieur Alejandro, désespéré et sans alternative,
prit la décision la plus terrible de sa vie. Il convoqua ses filles dans la pièce principale de la maison, qui fut un jour grandiose, mais qui montrait maintenant les fissures de la décadence, où le papier peint écaillé racontait des histoires de gloire passée. D'une voix tremblante et des yeux qui n'osèrent pas croiser les leurs, il annonça qu'il était parvenu à un accord avec Lefebvre. Les 3 seraient offertes en mariage aux hommes que le créancier choisirait, en paiement partiel de la dette. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Hélène releva le menton avec une dignité qui aurait fait s'incliner les rois, tandis que Rose serrait la main de Carmen, qui semblait avoir perdu la voix qui enchantait les foules. La nouvelle se répandit dans Villesèche comme une traînée de poudre. Le jour fixé pour l'arrivée des hommes de Lefebvre, la ville entière semblait retenir son souffle collectif. Samuel se trouvait au saloon lorsque la troupe arriva, soulevant un nuage de poussière qui semblait porter avec lui l'odeur du malheur. C'étaient 5 hommes, chacun plus sinistre que l'autre, menés par Jacques Moreau, bras droit de Lefebvre, et connu pour collectionner les oreilles de ses ennemis. Moreau avait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux morts, et des mains qui semblaient toujours prêtes à saisir le revolver. Ce fut lorsque Samuel vit les 3 sœurs être conduites hors de la maison paternelle, vêtues de leur plus beau, à tour comme si elles allaient à une célébration et non à un sacrifice, que quelque chose en lui se brisa et se recomposa sous une forme différente. Hélène marchait devant, le dos droit comme si elle portait la fierté de génération. Rose gardait les yeux fixés sur l'horizon, tandis que Carmen tentait de dissimuler le tremblement qui parcourait son corps délicat. La scène éveilla en Samuel une fureur qu'il croyait morte avec Marthe, un besoin primal de protéger qui brûlait comme du fer rouge dans sa poitrine. Thomas et Daniel étaient avec leur père ce jour fatidique. Ils observèrent, perplexes, lorsque Samuel se sait, leva brusquement de la table où il buvait et marcha vers la rue d'un pas décidé. Le soleil de midi transformait tout en ombre dure et en lumière aveuglante, comme si l'univers lui-même était divisé entre le bien et le mal, sans nuance entre eux. Samuel s'arrêta devant Moreau, son corps projetant une longue ombre sur l'homme plus petit. Pendant un moment qui sembla une éternité, ils se mesurèrent du regard, des regards qui parlèrent de violences passées et futures. La voix de Samuel rompit le silence comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, lorsqu'il déclara que les sœurs Martin n'iraient nulle part avec ces hommes. Moreau rit, un son qui rappelait le cliquetis d'un serpent à sonnette prêt à attaquer. Mais le rire mourut dans sa gorge lorsque Samuel continua, proposant un accord que personne n'attendait. Il assumerait la dette de M. Alejandro et emmènerait les 3 sœurs à son ranch, où elles resteraient sous sa protection jusqu'à ce qu'une solution honorable soit trouvée. Le défi implicite était clair comme de l'eau de source. Quiconque voudrait contester devrait passer sur le corps de Samuel Dubois. La tension dans l'air était palpable, comme l'humidité avant une tempête dans le désert. Moreau évalua ses options, ses yeux parcourant les visages des habitants de Villesèche qui s'étaient rassemblés pour assister à la confrontation. Beaucoup étaient des hommes qui devaient des faveurs à Samuel, qui les avait aidés en temps difficiles sans rien demander en retour. Le shérif Watson était parmi eux, la main posée nonchalamment sur la crosse de son revolver. Moreau sentait la balance du pouvoir pencher contre lui. Avec un grognement de frustration, il cracha au sol aux pieds de Samuel et déclara que Lefebvre serait informé de l'affront. La menace planait dans l'air comme un vautour tournant au-dessus d'une carcasse. Les sœurs Martin montèrent dans la charrette des Dubois en silence, chacune traitant à sa manière le soudain revirement de leur destin. Hélène jeta un dernier regard à la maison où elle avait grandi, gravant chaque détail dans sa mémoire, comme on fait ses adieux à un être cher. Rose serra contre sa poitrine une petite bourse de cuir qui contenait ses herbes les plus précieuses, seul trésor qu'elle avait réussi à sauver. Carmen murmurait une chanson presque inaudible, une mélodie triste qui parlait de départ et de nouveaux commencements. Pendant le voyage vers le ranch, qui dura une demi-journée sous le soleil, implacable, Samuel garda les yeux fixés sur l'horizon, mais ses sens étaient accordés à chaque mouvement des 3 femmes assises derrière lui. Thomas tenta d'engager la conversation avec Rose sur les propriétés curatives d'une plante qu'il avait aperçue en chemin, recevant en réponse un demi-sourire qui illumina brièvement son visage marqué par l'inquiétude.
Daniel offrit de l'eau de sa gourde à Carmen, qui accepta d'un gracieux hochement de tête, de petits gestes de gentillesse au milieu du chaos, comme des fleurs qui insistent pour éclore dans le désert le plus aride. Le ranch du bois accueillit les sœurs comme le désert accueille la pluie, avec un mélange de surprise et de besoins désespérés. La maison principale, construite par Samuel de ses propres mains dans les premières années de son mariage, avait suffisamment de pièces pour accueillir les nouvelles venues. Pendant que Samuel montrait les appartements, Hélène observait chaque détail avec des yeux attentifs. Il y avait des photographies poussiéreuses sur la cheminée, l'une d'elles montrant une femme au sourire doux qui ne pouvait être que la défunte Marthe. La maison portait la présence fantomatique d'une femme aimée et perdue. Chaque meuble, chaque objet personnel parlant d'une absence qui faisait encore mal. Cette première nuit, tandis que les étoiles brillaient comme des diamants éparpillés sur le velours noir du ciel, Samuel trouva Hélène assise sur la véranda, ses doigts travaillant automatiquement sur une broderie même dans la pénombre. Il s'assit à une distance respectueuse, le grincement du bois sous son poids brisant le silence. Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, deux âmes blessées contemplant l'immensité du désert nocturne. Ce fut Hélène qui parla la première, sa voix douce comme la brise qui soufflait entre les cactus. Elle le remercia pour ce qu'il avait fait, mais précisa qu'elle n'attendait pas de charité. Elle et ses sœurs travailleraient pour payer leur séjour, contribueraient de toutes les manières possibles. Samuel acquiesça, comprenant la fierté qui motivait ses paroles, la même fierté qui l'avait empêché de demander de l'aide pendant les années sombres après la mort de Marthe. La routine au ranch s'ajusta rapidement à la présence des sœurs. Hélène assuma les soins de la maison avec une efficacité qui transforma l'endroit en un foyer à nouveau. Ses mains habiles raccommodaient non seulement les vêtements déchirés, mais aussi le tissu effiloché de la vie domestique. Rose établit un petit jardin d'herbes médicinales à l'arrière de la maison, passant des heures sous le soleil brûlant, à cultiver des plantes qui semblaient impossibles à faire pousser dans ce sol ingrat. Carmen, après des jours de silence, recommença à chanter tout en effectuant les tâches quotidiennes, sa voix flottant sur le ranch comme un baume pour les âmes fatiguées. Thomas et Rose développèrent une amitié qui les surprit tous deux. Ils l'accompagnaient dans ses expéditions matinales pour collecter des herbes sauvages, apprenant à identifier des plantes qui passaient auparavant inaperçues. Rose, de son côté, trouvait en Thomas un auditeur attentif pour son savoir, quelqu'un qui valorisait sa sagesse sans remettre en question sa capacité en raison de son sexe. Par une matinée particulièrement chaude, lorsque Thomas fut mordu par une araignée venimeuse pendant l'une de ses expéditions, Rose agit avec rapidité et précision, préparant un cataplasme qui lui sauva la vie. Pendant qu'elle s'occupait de lui pendant la fièvre qui suivit, quelque chose changea entre eux, une connexion qui transcendait la gratitude. Daniel et Carmen découvrirent un langage commun dans la musique. Il jouait de la guitare depuis son enfance, un instrument que Marthe lui avait enseigné aux temps heureux. Lorsque Carmen se sentit enfin suffisamment en sécurité pour chanter ouvertement, Daniel l'accompagna, créant des harmonies qui faisaient s'arrêter pour écouter même les ouvriers les plus rudes du ranch. Par une nuit où la pleine lune baignait tout d'argent liquide, ils chantèrent ensemble une chanson sur l'amour perdu et retrouvé, leurs voix s'entrelaçant comme des vignes dans le désert. Hélène, observant depuis la fenêtre de la cuisine, vit l'éclat dans les yeux de Daniel et sut qu'un autre type de musique naissait là. Le rapprochement entre Samuel et Hélène fut comme la croissance d'un cactus dans le désert, lent, prudent, mais inévitable. Il se produisait dans des moments volés au quotidien, dans des conversations qui commençaient sur des sujets pratiques et dérapaient vers des territoires plus profonds. Samuel découvrit qu'Hélène avait perdu sa mère très jeune, assumant le rôle de gardienne des sœurs cadettes. Hélène apprit sur Marthe non par des mots, car Samuel parlait rarement d'elle, mais par les silences chargés de nostalgie qui l'enveloppaient, comme la brume matinale. Le premier moment véritablement significatif entre eux eut lieu pendant une tempête de sable qui s'abattit sur le ranch avec une fureur biblique. Le vent hurlait comme 1000 démons, et le sable s'infiltrait par chaque fissure, transformant l'air en une masse suffocante. Hélène se trouvait dans la grange pour vérifier les animaux lorsque la tempête la surprit. Samuel, remarquant son absence,
s'aventura dans la tourmente sans hésiter. Il la trouva essayant de calmer une jument paniquée, ses cheveux noirs fouettant, son visage, les yeux larmoyants par l'attaque impitoyable du sable. Sans mots, car le vent volait tout son, il l'enveloppa dans son manteau et la guida vers la maison, son corps servant de bouclier contre la fureur des éléments. Lorsqu'ils atteignirent enfin la sécurité de la maison, haletants et couverts de poussière, leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose de fondamental changea entre eux. La menace de Lefebvre planait sur le ranch comme un nuage noir à l'horizon. Tous savaient que ce n'était qu'une question de temps avant que l'homme ne vienne réclamer ce qu'il considérait comme sien. Samuel augmenta la vigilance, postant des hommes de confiance à des points stratégiques. Thomas et Daniel se mirent à porter des armes en permanence. Leurs jeunes visages durcis par la responsabilité de protéger celles qui étaient devenues précieuses pour eux. Les sœurs n'étaient pas des dames sans défense attendant le salut. Hélène organisa des tours de garde parmi les femmes du ranch, Rose prépara des médicaments pour d'éventuelles blessures, et Carmen maintenait le moral haut avec ses chansons, qui parlaient maintenant de courage et de résistance. La deuxième, approche significative entre Samuel et Hélène, se produisit une nuit où il la trouva dans le bureau, étudiant les livres de comptabilité du ranch à la lumière d'une lampe à huile. Ses doigts agiles parcouraient les colonnes de chiffres avec la même dextérité qu'elle maniait aiguilles et fils. Lorsque Samuel exprima sa surprise face à son habileté avec les chiffres, Hélène révéla qu'elle gérait les finances de la maison paternelle depuis l'âge de 15 ans, lorsque son père avait commencé à perdre le contrôle de ses affaires. Ils travaillèrent ensemble jusque tard dans la nuit, elle suggérant des économies et des améliorations, lui émerveillé par son intelligence aiguisée. Lorsque leurs mains se touchèrent accidentellement sur un document, aucun des deux ne se retira immédiatement. L'attaque survint par une matinée où la brume couvrait encore la vallée comme un linceul. 20 hommes de Lefebvre, menés par Moreau lui-même, encerclèrent le ranch avant même que le soleil ne soit complètement levé. Le premier coup de feu partit d'un fusil posté sur la colline, brisant la fenêtre de la cuisine où Rose préparait le café matinal. Le chaos qui suivit fut une symphonie de cris, de tirs et de bois brisés. Samuel commanda la défense avec la précision d'un général, distribuant hommes et munitions avec une efficacité létale. Les femmes ne s'acculèrent pas. Hélène portait des fusils aux tireurs. Rose s'occupait des blessés d'une main ferme, et Carmen aidait à recharger les armes, sa voix claire donnant des instructions au milieu du pandémonium. Thomas fut touché, à l'épaule, alors qu'il tentait de protéger Rose d'une rafale de balles. Elle l'entraîna à l'intérieur de la maison, déchirant ses propres jupes pour faire des bandages, ses larmes se mêlant à son sang, tandis qu'elle travaillait à arrêter l'hémorragie. Ce fut dans ce moment de désespoir et de proximité, avec la mort, que Thomas confessa son amour, les mots sortant hachés par la douleur. Rose répondit par un baiser qui avait le goût du sang et des promesses. Daniel et Carmen se retrouvèrent acculés dans la grange lorsqu'un groupe d'assaillants tenta de flanquer la maison. Luttant côte à côte, elle rechargeant les armes pendant qu'ils tiraient, ils découvrirent une synchronisation qui allait au-delà de la musique. Lorsque les munitions s'épuisèrent et que les ennemis s'approchaient, Carmen commença à chanter, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la bataille. C'était une ancienne chanson de sa terre, parlant de guerriers qui ne craignaient pas la mort. La pureté inattendue de sa voix au milieu du chaos fit hésiter les attaquants pendant un moment crucial, suffisamment de temps pour que des renforts arrivent. Le moment décisif de la bataille arriva lorsque Moreau réussit à entrer dans la maison principale, trouvant Hélène seule dans le bureau. Elle tenait un pistolet d'une main ferme, le canon pointé directement sur sa poitrine. Moreau sourit avec cette expression qui n'atteignait pas ses yeux, confiant qu'une femme n'aurait pas le courage de tirer. Il sous-estima Hélène Martin, qui avait grandi dans une terre où la survie dépendait souvent de décisions rapides et létales. Lorsqu'il s'avança, elle tira sans hésiter, le coup précis le projetant en arrière. Samuel arriva quelques secondes plus tard, trouvant Hélène, tenant toujours l'arme fumante, ses yeux secs mais chargés du poids de ce qu'elle venait de faire. Avec Moreau mort et la moitié de ses hommes abattus, les survivants battirent en retraite, emportant avec eux la nouvelle que le ranch du bois n'était pas une proie facile. Samuel, blessé mais vivant,
trouva Hélène au même endroit où il l'avait laissée, maintenant assise lourdement sur la chaise, l'arme oubliée sur la table. Il s'agenouilla devant elle, ses mains calleuses enveloppant les siennes, encore tachées de poudre à canon. Il n'y avait pas de mots pour le moment, seulement la compréhension mutuelle qu'elle avait franchi une ligne pour lui, pour eux tous. Quand Hélène leva enfin les yeux, Samuel y vit non du regret, mais une détermination de fer qui reflétait la sienne. La bataille laissa des cicatrices visibles et invisibles. Thomas porterait à jamais la marque sur son épaule, un rappel physique du jour où il faillit tout perdre. Mais ce fut aussi le jour où il acquit la certitude de l'amour de Rose, qui ne le quitta pas pendant toute sa convalescence. Daniel et Carmen découvrirent que le lien forgé dans le feu de la bataille était indestructible. Leur chanson portait maintenant une profondeur qui venait de la compréhension qu'ils avaient affronté la mort ensemble et choisi la vie. Dans les semaines suivantes, tandis que le ranch se remettait et se fortifiait pour d'éventuelles nouvelles attaques, Samuel et Hélène développèrent une routine de promenade nocturne. Elles commencèrent comme des patrouilles nécessaires, vérifiant le périmètre et calmant les esprits encore tendus. Peu à peu, elles se transformèrent en moments de communion silencieuse, deux esprits blessés trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Ce fut pendant l'une de ces promenades, sous un ciel si clair qu'il semblait possible de toucher les étoiles, que Samuel parla pour la première fois de Marthe. Il raconta comment il l'avait rencontrée lors d'un bal de la moisson, comment elle avait ri quand il lui avait marché sur les pieds pendant la première danse. Il parla des années dorées de leur mariage, de la naissance de leur fils, des plans qu'ils avaient faits pour l'avenir. Et puis, d'une voix étranglée, il raconta la maladie soudaine qui l'avait emporté en quelques semaines, laissant un vide qu'il avait cru ne jamais pouvoir être comblé. Hélène écouta en silence, comprenant qu'elle recevait un cadeau précieux, la confiance d'un homme qui avait construit des murailles autour de son cœur. Quand ce fut son tour de partager, Hélène parla du poids d'être l'aînée, de voir le père qui fut un jour fort et décidé se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Elle raconta les nuits où elle restait éveillée à calculer et recalculer les finances, essayant de trouver une issue au trou dans lequel il s'enfonçait. Elle révéla la peur constante d'échouer avec ses sœurs, de ne pas être assez forte pour les protéger. Samuel lui prit la main alors, un geste simple mais chargé de signification. Dans ce toucher, il y avait la promesse qu'elle n'avait plus à porter le fardeau seule. La nouvelle de la mort de Lefebvre arriva au ranch par une chaude après-midi d'automne. L'homme qui avait terrorisé le territoire pendant des années fut retrouvé mort dans son bureau, apparemment victime d'un de ses nombreux ennemis. Avec sa mort, les dettes qu'il maintenait comme des chaînes sur tant de familles perdirent leur pouvoir d'exécution. Monsieur Alejandro était libre, mais la honte de ce qu'il avait failli faire à ses filles l'empêchait de les chercher. Il envoya une lettre par l'intermédiaire du shérif Watson, demandant pardon et informant qu'il n'attendait ni ne souhaitait leur retour. Le ranch du bois était maintenant leur foyer, si elles le désiraient. Les sœurs reçurent la nouvelle avec des sentiments mitigés. La liberté qu'elles croyaient perdue pour toujours était à nouveau apportée, mais elles découvrirent qu'elles ne désiraient pas partir. Rose et Thomas avaient commencé à faire des plans pour agrandir le jardin médicinal, rêvant de fournir des remèdes à toute la région. Daniel avait composé une douzaine de nouvelles chansons inspirées par Carmen, chacune plus belle que la précédente. Et Hélène avait découvert que sa place était aux côtés de Samuel, non par obligation ou gratitude, mais par choix. La demande en mariage de Samuel fut aussi caractéristique de lui que le coucher de soleil dans le désert. Elle eut lieu pendant le travail routinier du marquage du bétail, lorsqu'il s'arrêta soudain, couvert de poussière et de sueur, et sortit de sa poche une simple bague en or. C'était la bague de Marthe, expliqua-t-il d'une voix rauque, et elle aurait voulu qu'Hélène l'ait. Il n'y eut pas de discours fleuri ni de promesses impossibles. Seulement la vérité nue d'un homme qui avait appris à aimer à nouveau, offrant son cœur avec la même honnêteté qu'il avait offerte sa protection. Hélène accepta avec des larmes qui brillaient comme des diamants sous le soleil impitoyable. Le baiser qu'ils partagèrent avait le goût d'un nouveau commencement,
et de promesses tenues, observées par des hommes rudes qui découvrirent soudain avoir quelque chose dans l'œil qui nécessitait d'être frotté. La nouvelle se répandit sur le ranch comme un feu de paille sèche, suivi rapidement par l'annonce que Thomas avait enfin trouvé le courage de demander Rose en mariage, et que Daniel avait fait de même avec Carmen. Le ranch du Bois se prépara pour une triple célébration qui resterait dans la mémoire de tous ceux qui y assistèrent. Les préparatifs des mariages transformèrent le ranch en une fourmilière d'activités. Hélène, avec son habileté incomparable, créa les robes des 3 mariés, chacune reflétant la personnalité unique de celle qui la porterait. La sienne était d'une simplicité élégante, avec des détails brodés qui racontaient l'histoire de son voyage. Celle de Rose incorporait des éléments des plantes médicinales qu'elle aimait tant, de petites fleurs brodées qui semblaient avoir leur propre vie. Celle de Carmen flottait comme sa voix, légère et éthérée, avec des détails qui scintillaient comme des étoiles lorsqu'elle bougeait. La cérémonie eut lieu au coucher du soleil, lorsque le ciel se peignait de teintes impossibles d'orange, de rose et de pourpre. Le prêtre de la mission église proche, un vieil homme qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie, eut les larmes aux yeux en bénissant les 3 unions. Carmen chanta pour eux tous, sa voix s'élevant pure et claire, dans l'air immobile du soir, portant des promesses d'amour et de fidélité qui transcendaient les mots. Les hommes du ranch, aussi durs fussent-ils, se mouchèrent et accusèrent la poussière. Les femmes ne prirent pas la peine de dissimuler leurs larmes. La fête qui suivit fut digne d'entrer dans l'histoire de Ville-Sèche. Des tables furent dressées dans la cour sous les étoiles, chargées de nourriture qui représentait la fusion de 2 cultures. Les musiciens venus de loin jouèrent jusqu'à l'aube, et même les plus timides trouvèrent le courage de danser. Samuel, qui n'avait pas dansé depuis la mort de Marthe, conduisit Hélène dans une valse lente sous le clair de lune, ses pas initialement hésitants gagnant en confiance à chaque mesure. Thomas et Rose dansèrent comme si le monde avait disparu. Autour d'eux, perdus l'un dans les yeux de l'autre, Daniel et Carmen semblaient flotter sur le sol poussiéreux, la musique qu'ils faisaient ensemble transcendant instruments et voix. Monsieur Alejandro apparut lorsque la fête battait son plein. Vieux et courbé par le poids de ses choix, il s'approcha hésitant, clairement incertain de son accueil. Ce fut Hélène qui rompit la glace, s'approchant de son père et prenant ses mains entre les siennes. Le pardon qu'elle offrit n'effaçait pas le passé, mais ouvrait la possibilité d'un avenir où il pourrait connaître les petits-enfants qui viendraient certainement. Rose et Carmen suivirent l'exemple de leur sœur, et bientôt le vieil homme pleurait, étreignant les 3 filles qu'il avait failli perdre pour toujours. Les mois suivants apportèrent une paix qu'aucun d'eux n'avait osé rêver. Le ranch prospéra sous l'administration conjointe de Samuel et Hélène, qui se révéla être non seulement une compagne aimante, mais une partenaire d'affaires astucieuse. Rose établit une clinique improvisée qui attirait des gens de kilomètres. À la ronde, sa renommée de guérisseuse se répandant comme les racines d'un mesquite dans le sous-sol. Carmen et Daniel voyageaient dans les villes voisines, se produisant dans des festivals et des mariages, revenant toujours au ranch qui était leur port sûr. La première grossesse fut celle de Rose, annoncée par une matinée de printemps où les rares fleurs du désert peignaient le paysage de couleurs improbables. Thomas faillit s'évanouir à la nouvelle, pour l'amusement général, mais se remit rapidement et passa les mois suivants à traiter son épouse comme si elle était faite de porcelaine fine. Carmen suivit peu après, et l'on disait que son chant pendant la grossesse avait des propriétés mystiques, calmant même les animaux les plus rétifs. Hélène fut la dernière à annoncer, par une nuit tranquille, où elle et Samuel observaient le coucher du soleil depuis la véranda. La joie dans ses yeux fut comme voir le soleil se lever après la nuit la plus longue. Le ranch du Bois se transforma en un symbole d'espoir, dans une terre souvent cruelle et implacable. Les voyageurs fatigués savaient qu'ils y trouveraient non seulement de l'eau et de la nourriture, mais une hospitalité sincère. Les enfants qui naquirent et grandirent là apprirent que la famille n'était pas seulement une question de lien, de sang, mais de choix faits avec le cœur. Samuel, observant ses petits-enfants courir sur le même sol, où il avait un jour pensé mourir seul et amer, comprenait qu'il fallait parfois presque tout perdre pour gagner plus que ce qu'il n'aurait jamais rêvé possible.
Hélène pensait souvent à ce jour au marché, lorsque ses yeux avaient rencontré ceux de Samuel pour la première fois. Comme tout aurait été différent si elle avait simplement acheté le tissu et était partie. Si Samuel n'avait pas pris la décision impulsive de les protéger. Mais alors elle observait sa famille réunie pour le dîner, entendait les rires, remplir la maison qui fut un jour silencieuse, et savait que certains destins étaient écrits dans les étoiles bien avant leur naissance. Les saisons passaient à leur rythme éternel, chacune apportant ses défis et ses bénédictions. Les sécheresses testaient leur résilience, les tempêtes leur union. Mais toujours, ils restaient fermes. Racines entrelacées comme les plantes résistantes du désert que Rose cultivait avec tant de soin. L'amour qui avait fleuri sur un sol improbable se révéla plus fort que n'importe quelle adversité, plus durable que les montagnes elles-mêmes qui entouraient la vallée. Samuel mourut par une après-midi d'hiver, 20 ans après ce jour, fatidique au marché. Il partit comme il avait vécu ces dernières années, entouré d'amour, Hélène lui tenant la main et le son des petits-enfants jouant dans la cour entrant par la fenêtre ouverte. Ses dernières paroles furent de gratitude pour avoir vécu assez longtemps, pour apprendre que le cœur humain, comme le désert, pouvait sembler aride et sans vie, mais gardait en lui la capacité infinie de fleurir lorsqu'il était touché par la bonne pluie. Hélène vécut 10 ans de plus, matriarche respectée d'un clan, famille qui s'était répandu dans tout le territoire. Lorsqu'elle rejoignit Samuel, ce fut avec la certitude qu'elle laissait derrière elle un héritage d'amour et de courage qui se poursuivrait pendant des générations. Les histoires de la façon dont 3 sœurs destinées à une fin terrible trouvèrent l'amour et la liberté dans l'endroit le plus improbable devinrent légendes, racontées autour des feux de camp et transmises de père en fils. Le ranch du Bois existe toujours, agrandi et modernisé mais conservant l'essence de ce qu'il a toujours été. Un refuge pour ceux qui en ont besoin, un témoignage que même dans les endroits les plus rudes et dans les circonstances les plus difficiles, l'amour trouve un moyen de prendre racine et de fleurir. Les roses qu'Hélène planta pour le premier anniversaire de son mariage poussent encore près de la maison, défiant le climat inclément, avec la même obstination que celle qui les planta. Et quand le vent souffle sur les plaines au crépuscule, certains jurent entendre des échos d'une chanson que Carmen chantait, parlant d'un amour qui surmonte toutes les barrières et de cœurs qui trouvent leur véritable foyer dans les endroits les plus inattendus. C'est une chanson d'espoir en terre de désespérance, d'eau dans un désert infini, d'amour là où il n'y avait auparavant que survie. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?